Il y a probablement 36 autres civilisations présentes dans la Voie lactée. Et plus de 170 milliards de galaxies dans l'univers observable. Les conditions pour la vie sont présentes partout dans l'espace. Alors où est tout le monde? Le physicien nucléaire Enrico Fermi a posé exactement la même question lors d'une pause déjeuner avec ses collègues en 1950, ce qui a conduit à l'un des paradoxes les plus déroutants de l'univers. Même s'il y a une énorme probabilité que des civilisations extraterrestres existent, nous n'en avons toujours pas trouvé de preuves. Mais nous avons dans l'hypothèse dite du zoo une explication possible. Selon celle-ci, des sociétés extraterrestres avancées existent et savent exactement qui nous sommes et où nous sommes, mais choisissent intentionnellement de rester cachés. Ils nous observent tout simplement vivre nos vies étranges, comme si nous étions dans une sorte de zoo cosmique, et ils pourraient avoir de bien mauvaises intentions. Si vous êtes fan de Star Trek, vous devez vous souvenir de la règle principale pour les membres de la Fédération. Les officiers de Starfleet ne doivent pas entrer en contact avec les espèces peu avancées afin de ne pas perturber leur développement, même si cela signifie risquer leur propre vie. Il s'agit d'une fiction, mais cette règle nous dit bien ce qu'est l'hypothèse du zoo. Les êtres d'autres régions de l'univers nous voient comme dans un zoo cosmique, et c'est à sens unique. Ils peuvent nous regarder nous brosser les dents ou promener notre chien, mais nous ne pouvons pas du tout les voir. Selon cette théorie, les formes de vie non terrestres gardent délibérément leur distance avec nous, conformément à une politique de non-ingérence dans le vaste voisinage cosmique. C'est comme si tous ces êtres super intelligents avaient convenu que nous devions avoir la liberté de façonner notre propre avenir et notre propre destin, en suivant notre propre développement, sans contamination extérieure. L'idée, c'est que ces civilisations super avancées pourraient avoir environ 500 millions d'années d'avance sur nous, ce qui expliquerait pourquoi nous n'avons aucun signe d'elles. Et peut-être que c'est mieux ainsi, car les humains pourraient facilement être détruits ou être même assimilés par une telle puissance cosmique, un peu comme dans Independence Day. Aussi intéressant que soit pour nous la visite des musées d'art, les extraterrestres ont sans doute mieux à faire que de nous regarder fixer la Joconde pendant des heures. Nos spectateurs interplanétaires se pressent probablement davantage au guichet des nouvelles technologies afin de jeter un œil sur nos satellites ultramodernes. Selon la théorie du zoo, ils n'entreront pas en contact avec nous tant que nous n'aurons pas atteint un certain niveau. Améliorer notre technologie et notre sagesse pourrait donc être le seul moyen de leur montrer que nous sommes mûrs et que nous n'avons plus besoin de leur tutelle spatiale. Or, il est difficile d'adhérer à l'hypothèse du zoo pour plusieurs raisons. Oui, les extraterrestres pourraient garder leur distance parce que nous ne sommes pas assez avancés. Mais il n'est pas facile d'expliquer pourquoi ils continuent d'ignorer toutes nos tentatives de communication. Même si les gardiens de zoo font de leur mieux pour ne pas intervenir dans la vie des animaux, je parie qu'ils n'ignoreraient pas un ours qui se mettrait soudain à articuler clairement son désir de communiquer. C'est la raison pour laquelle nous tentons sans cesse de provoquer une réaction chez les extraterrestres, avec nos signaux radio. En 2017, dans une vallée située à 13 km au sud-est de la ville norvégienne de Tromsø, une antenne radar a transmis une musique électronique spécialement composée pour un auditoire intergalactique. La région visée était celle de JJ 273, également connue sous le nom d'étoile de Luyten. C'est une petite naine rouge située à 12 années-lumière de notre système solaire. Comme les ondes radio se déplacent à la vitesse de la lumière, nous devrons attendre plus de 2 décennies avant de chercher une réponse. Mais le problème avec les ondes radio, c'est que nous ne savons pas exactement où chercher. Des civilisations pourraient se trouver à plus de 17 000 années-lumière. Et nous ne savons pas quelle fréquence radio les extraterrestres utilisent pour discuter. De la Terre, nous utilisons le spectre radio pour envoyer des signaux dans l'univers. Nous nous disons que ce qui fonctionne pour nous pourrait tout aussi bien fonctionner pour d'autres. Mais en fait, il est très possible qu'il s'agisse d'une technologie obsolète pour ces sociétés avancées. C'est pourquoi nos scientifiques cherchent à présent d'autres formes de technosignature, des signes d'activité technologique. Lumières urbaines, panneaux solaires, mégastructures ou satellites artificiels.
Ils étudient également l'atmosphère des planètes qui orbitent autour des étoiles proches. Car une civilisation avancée pourrait très bien modifier son atmosphère avec différents gaz et la rendre ainsi détectable. Mais en dépit de décennies d'observation, nous n'avons toujours pas de preuve que des civilisations extraterrestres existent, bien que ça ne veuille pas dire qu'elles n'existent pas. Même en élargissant notre champ de recherche, nos chances sont beaucoup plus grandes de gagner au loto que de découvrir une civilisation extraterrestre. Environ une chance sur 3 milliards. Des créatures spatiales répondent peut-être à nos tentatives de communication, mais d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. L'univers existe depuis plus de 13 milliards d'années, tandis que les humains sont apparus il y a seulement 200 000 ans, ce qui représente environ 0,01% de l'âge de l'univers. Il est donc possible que notre développement en soit encore à un stade beaucoup trop bas pour que nous puissions comprendre les messages d'autres êtres super intelligents. Nous continuons d'attendre qu'un immense ovni atterrisse sur Terre et que des extraterrestres verts aux grands yeux en sortent. Mais il est possible que nos voisins intergalactiques soient davantage intéressés par la construction de nanotechnologies à des fins de surveillance. Ils pourraient également essayer de communiquer en utilisant des neutrinos, des particules subatomiques d'une masse extrêmement réduite, capables de traverser notre planète sans être détectées par nos dispositifs actuels. L'hypothèse d'Uzo pose un autre problème. Il est assez difficile de croire que toutes ces civilisations dispersées dans l'univers décident d'un commun accord de ne pas entrer en contact avec les humains. Pour que cela se produise, il faudrait une grande structure, avec une intelligence supérieure, une espèce de chef de l'univers qui obligerait les autres, par un ensemble de règles, à nous tenir à l'écart. Mais il existe des milliards de possibilités que la vie existe, n'est-ce pas? Plus il y a de civilisations, plus il y a alors de chances qu'une de celles-ci enfreigne la règle de non-ingérence. Ainsi, il est tout à fait probable qu'au moins une planète indépendante soit aussi désireuse de trouver de la vie dans l'univers que nous le sommes. Selon certains scientifiques, si une société avancée avait déjà colonisé la Terre et de nombreuses autres planètes, nous serions au courant. Il existe deux autres versions encore plus effrayantes de l'hypothèse d'Uzo. Dans l'hypothèse du laboratoire, personne ne nous contacte, car l'humanité est en fait soumise à des expériences. Et la Terre est essentiellement un immense laboratoire scientifique. Des créatures d'autres mondes analysent les réponses humaines à divers défis de survie, tels que les tsunamis et les tremblements de terre. Dans ce cas, l'accord de non-ingérence signé par l'ensemble de nos voisins aurait un peu plus de sens, car il existerait au nom de la recherche et du bien commun, leur bien commun, bien sûr. L'hypothèse du planétarium, avancée en 2001, suggère que nous vivons dans un univers artificiel, dans une sorte de réalité virtuelle conçue pour nous donner l'illusion que l'univers est désert, alors qu'il ne l'est pas. Mais aucun générateur existant n'est capable de tester cette hypothèse. En plus des théories du zoo, du laboratoire et du planétarium, il existe une autre explication possible au paradoxe de Fermi. Personne ne nous contacte parce que les humains sont complètement seuls dans l'univers. Ceci est connu sous le nom de l'hypothèse de la Terre rare. Notre situation serait selon elle absolument unique. Aucune autre planète ne serait capable de développer des formes de vie au-delà de la simple bactérie. Nous pouvons donc nous considérer comme assez chanceux, car le moindre changement dans l'un des paramètres de la Terre, comme sa distance par rapport Soleil ou sa vitesse de rotation, pourrait entraîner des conditions trop extrêmes pour la vie en général. Mais il est tout de même difficile de se dire que nous sommes seuls dans ce vaste univers. Nous en revenons donc au paradoxe. Où est tout le monde? Selon la théorie de la panspermie, la vie pourrait avoir été transportée sur Terre par des météorites, des comètes ou des astéroïdes originaires d'autres parties de l'univers. Bien que cette hypothèse demeure pour l'instant une spéculation, il est intéressant de se demander si elle pourrait s'avérer véridique. Traditionnellement, les exobiologistes, spécialisés dans la recherche de la vie au-delà de notre planète, ont privilégié l'exploration de Mars ou des océans souterrains des lunes gelées de Saturne et de Jupiter. Toutefois, la vie primitive pourrait être bien plus largement répandue. En effet, des formes de vie pourraient être en transit à travers l'espace interplanétaire en ce moment même, sous forme de spores ou de bactéries en état de dormance.
Plusieurs chercheurs ont soulevé l'observation que l'environnement extrême de l'espace pourrait endommager gravement l'ADN et l'ARN des spores ou micro-organismes. D'autres suggèrent que, si une quantité suffisante de microbes se trouve propulsée dans un nuage de poussière cosmique, certains d'entre eux pourraient parvenir à survivre sous leur forme originelle. Il existerait différents types de panspermie. Par exemple, la lithopanspermie avance que des formes de vie microbienne pourraient se trouver dans les débris résultant des collisions entre planètes, comètes et astéroïdes envoyés dans l'espace. Quant à la radiopanspermie, elle postule que des organismes pourraient voyager à travers l'espace grâce aux radiations émises par les étoiles. Cependant, cette théorie soulève des interrogations sur la manière dont les rayons X et ultraviolets, associés au vide spatial, pourraient ne pas détruire totalement ces micro-organismes. Une autre version, la pseudopanspermie, soutient que les éléments organiques constitutifs de la vie se formeraient dans les nuages interstellaires de poussière et seraient ensuite transportés vers les surfaces planétaires, où la vie pourrait émerger. Cela suscite un véritable intérêt, mais existe-t-il des preuves concrètes à l'appui de la théorie de la panspermie? En réalité, plusieurs expériences orbitales ont été menées. Par exemple, entre 2008 et 2016, des échantillons recueillis par Expose, un dispositif spécialisé, monté à l'extérieur de la Station spatiale internationale et dédié à l'étude de l'astrobiologie, ont été exposés aux conditions extrêmes de l'espace, avant d'être ramenés sur Terre. On a observé que certains de ces échantillons avaient résisté à ces conditions extrêmes. Dans un cas particulier, toutes les spores bactériennes exposées à un environnement simulant les conditions martiennes ont survécu. En outre, certaines graines ont également résisté et ont été cultivées avec succès une fois de retour sur Terre. Des expériences ExoStack ont également été menées sur le satellite américain Long Duration Exposure Facility, et des études BioPan ont été réalisées à bord des capsules russes Photon. Ces expériences ont démontré que, même avec une protection minimale, des spores, des lichens, et même des organismes tels que les tardigrades, seraient capables de survivre dans l'espace pendant plusieurs années. En 1969, la mission Apollo 12 a rapporté sur Terre un fragment de l'atterrisseur lunaire Surveyor 3. À la grande surprise des chercheurs, ce fragment contenait une bactérie terrestre qui avait survécu plus de 2 ans à la surface lunaire, sans protection et dans un environnement sans air. Mais il est également possible que cette bactérie soit le résultat d'une contamination en laboratoire lors de son retour sur Terre. En 1969, la mission Apollo 12 a rapporté sur Terre un fragment de l'atterrisseur lunaire Surveyor 3. À la grande surprise des chercheurs, ce fragment contenait une bactérie terrestre qui avait survécu plus de 2 ans à la surface lunaire, sans protection et dans un environnement sans air. Mais il est également possible que cette bactérie soit le résultat d'une contamination en laboratoire lors de son retour sur Terre. L'Organisation indienne de recherche spatiale a également mené des études sur les micro-organismes spatiaux en réalisant des vols en ballon à des altitudes stratosphériques. Les résultats ont montré la présence de cellules interplanétaires vivantes dans des échantillons d'air prélevés à plus de 40 km d'altitude. Étant donné que l'air des couches inférieures de l'atmosphère ne peut normalement pas atteindre une telle hauteur, cette découverte semblait soutenir la théorie de la panspermie. Cependant, en 2010, des prélèvements atmosphériques effectués par la NASA avant et après les ouragans ont démontré que, dans certaines conditions, des bactéries terrestres pouvaient effectivement être transportées dans les couches supérieures de l'atmosphère. De nombreux chercheurs estiment que seule la présence d'astronautes sur des surfaces comme celle de Mars, Europe ou Encelade pourrait réellement répondre à la question de la vie dans le système solaire. Ces explorateurs seraient en mesure de comparer toute forme de vie découverte avec celle que l'on connaît sur Terre, ce qui constituerait un test décisif pour la théorie de la panspermie. Toutefois, tant qu'aucune sonde n'apportera de preuves de la présence de vie venue de l'espace, cette théorie restera spéculative. Si la théorie du multivers s'avère exacte, notre réalité n'est pas la seule à exister. Ce qui semble aussi fascinant que terrifiant, n'est-ce pas? Bon, mais tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec ce concept vertigineux. Et soyons honnêtes, établir un quelconque contact avec ces univers parallèles semble aussi probable que de gagner à la loterie tout en faisant du monocycle. Mais accrochez-vous bien, car ce concept étrange ne se limite plus au seul domaine de la fiction. Croyez-le ou non, un tas de théories soutiennent l'existence de ces univers parallèles. Et laissez-moi vous dire que c'est un sujet qui suscite pas mal de débats au sein de la communauté scientifique. Imaginez plutôt ceci.
L'univers dans lequel nous vivons est d'une immensité qui défie l'entendement. On parle ici de milliards, d'aucuns diraient même de milliers de milliards, de galaxies en mouvement, chacune regorgeant d'un nombre presque incalculable d'étoiles. Certains chercheurs qui étudient la forme de l'univers suggèrent que son diamètre pourrait s'étendre sur près de 7 milliards d'années-lumière. D'autres avancent qu'il pourrait même être infini. Pourrait-il exister encore autre chose? Eh bien, il y a des théories scientifiques qui explorent la possibilité que des univers existent aux côtés, au-delà, ou même en reflet d'une autre. Ces intrigantes hypothèses de multivers et de mondes parallèles se mêlent souvent à d'autres concepts scientifiques plus familiers comme le Big Bang, la théorie des cordes et la mécanique quantique. Pour que nous puissions comprendre ce qui se trouve là-bas, nous devons nous rapporter à des notions dont nous sommes un peu plus certains, n'est-ce pas? Remontons l'horloge cosmique d'environ 13,7 milliards d'années. Tout ce que nous sommes capables d'observer aujourd'hui était comprimé en une minuscule singularité. Puis, si la théorie du Big Bang dit vrai, il y a eu un grand boom. L'univers s'est étendu partout à une vitesse supérieure à celle de la lumière, le tout en moins d'une seconde. La manière dont il serait né a amené certains chercheurs à réfléchir à l'existence de plus d'un univers. Ils se demandent si cette croissance soudaine existe, achevée partout au même moment. Alors que cette expansion semble se limiter à l'univers observable, l'inflation cosmique pourrait encore se poursuivre dans d'autres recoins mystérieux du cosmos. Certains physiciens théoriques prétendent que lorsque l'inflation s'achève à un endroit, un nouvel univers en forme de bulle se formerait quelque part. Mais voilà le hic, vous ne pouvez pas simplement sauter d'une bulle à l'autre comme des touristes intergalactiques. Ces univers distincts se dilateraient indéfiniment, et leurs bords s'éloigneraient de nous plus vite que la lumière ne peut voyager. Et c'est là que les choses deviennent encore plus déroutantes. Mettons que nous parvenions d'une manière ou d'une autre à atteindre le bord de notre bulle locale, et que nous rencontrions l'univers suivant. Eh bien, ces mêmes physiciens mentionnent que l'univers voisin pourrait varier du tout au tout. Les lois de la physique pourraient y être complètement différentes, ce qui en ferait un endroit des plus étranges. Suivant la même idée, certains disent que dans ce vaste multiverse fait de boules, il pourrait y avoir d'autres formes de vie semblables à la nôtre. Le problème, c'est que nous éloignons d'elles à chaque instant qui passe, et que nos chemins ne se croiseront jamais. D'autres chercheurs tentent d'établir un lien entre ces univers parallèles et la mécanique quantique. Il s'agit essentiellement des mathématiques complexes qui régissent de minuscules particules. Selon cette mécanique, ces particules pourraient exister dans plusieurs états à la fois. On appelle cela la fonction d'onde, qui recèle toutes les options les plus folles. Mais il y a un bémol. Lorsque nous observons ces particules, nous ne voyons jamais qu'un seul résultat. C'est comme si l'univers ne cessait de jouer à cache-cache avec nous. Il existe également une théorie, appelée théorie des mondes multiples, qui dit que chaque fois que nous observons un résultat, un autre univers apparaîtrait où un résultat différent se serait manifesté. Ainsi, notre univers se comporterait comme un arbre gigantesque, se ramifiant constamment en d'innombrables versions de lui-même. Ces univers alternatifs ne peuvent pas se rencontrer. Et vous ne sauriez donc jamais s'il n'y a pas un tas d'autres vous, vivant des vies légèrement, voire totalement différentes. Cette théorie des mondes multiples est pour le moins audacieuse et aussi difficile à prouver qu'à réfuter. Ce qui est tout, sauf idéal pour la science, car les scientifiques ont besoin de tester et d'éprouver leurs idées. Mais s'il y a un espace infini là-bas, pourquoi n'y aurait-il pas également d'univers infini? Essayez d'imaginer l'univers comme une immense aire de jeu cosmique. Des spécialistes pensent que s'il est effectivement sans fin, alors il n'y a qu'un nombre limité de façons dont ces composants peuvent s'agencer. En bout de compte, ils doivent forcément répéter certains schémas. Si cela est vrai, alors il est possible qu'il y ait quelque part une autre version de vous, vivant exactement la même vie, y compris ce que vous avez mangé la veille au petit déjeuner. Avons-nous déjà eu la moindre preuve de l'existence de ces prétendus univers parallèles? Eh bien, certains disent que oui. Avez-vous déjà entendu l'histoire du mystérieux homme de Taured? C'est l'histoire d'un homme qui s'est retrouvé dans un aéroport japonais et affirmait venir d'un pays totalement inconnu, baptisé Taured. Certains pensent que cet homme était un voyageur temporel, tandis que d'autres y voient la preuve qu'il venait d'un univers diamétralement différent. Aussi tentant qu'il puisse être de croire à cette histoire, le problème est ce lieu appelé Taured.
Il y a une raison pour laquelle vous n'en avez jamais entendu parler. C'est qu'il n'y a pas de Taured sur la carte. Que ce soit de nos jours ou dans les années 50, lorsque tout cela est censé s'être produit. Après l'incident à l'aéroport, l'homme s'est tout simplement volatilisé un jour après son arrivée au Japon. Pouf, disparu à tout jamais. Revenons à ce jour fatidique de juillet 1954, où l'homme de Taured est censé avoir atterri à Tokyo. On l'a décrit comme un homme barbu, s'exprimant en français. Rien de très extravagant jusqu'ici, n'est-ce pas? Mais en fonction de qui raconte l'histoire, les choses commencent à diverger un peu. Selon une version, quand l'homme a donné son passeport afin qu'il soit tamponné, l'officier japonais n'en a pas cru ses yeux. Bien qu'il ait pu sembler authentique, le pays indiqué de Taured n'était connu de personne, pas plus de l'officier que des autres fonctionnaires. Naturellement, on a convié le visiteur à un petit interrogatoire. Dans une autre version, l'homme aurait annoncé de but en blanc qu'il venait de Taured et montré son passeport quand personne ne l'a cru. Notre homme de Taured a ensuite cherché à convaincre les autorités que sa patrie existait bel et bien. D'après lui, Taured se serait situé quelque part entre la France et l'Espagne et aurait existé depuis près de 1000 ans. Pour le prouver, il aurait même pointé sur la carte une région correspondant à la principauté d'Andorre. Évidemment, le mystère n'a fait que s'épaissir. Les autorités ont donc décidé de placer l'homme en détention, soupçonnant qu'il pourrait y avoir anguille sous roche. On l'a logé dans un hôtel à proximité pour la nuit, mais non sans stationner 2 gardes devant sa chambre pour garder l'œil dessus. Pouvez-vous deviner ce qui s'est passé ensuite? Roulement de tambour, s'il vous plaît. Lorsque les agents se sont présentés le lendemain matin, prêts à poursuivre leur enquête, l'homme avait disparu sans laisser de traces. Aucun signe d'évasion, et pour rendre les choses encore plus troublantes, tous ces documents avaient aussi mystérieusement disparu. Et si cet homme de Taured était un voyageur temporel ou un aventurier intergalactique? Certains sont même allés jusqu'à échafauder des théories dignes de la science-fiction pour expliquer cet étrange événement, et vous n'allez pas croire le nombre de gens sur Internet qui l'ont interprété comme une preuve de l'existence de réalités alternatives. L'une des hypothèses les plus étranges suggère que l'homme aurait accidentellement trébuché dans une dimension parallèle et terminé dans cet aéroport japonais. Dans son univers d'origine, il y aurait une Terre tout comme la nôtre. Mais à la place d'Andorre se trouverait le pays de Taured. Une autre idée voudrait que l'homme ait été un voyageur venu du futur. Désolé de vous l'annoncer, mais l'explication la plus probable à toute cette histoire d'homme de Taured est que l'imagination de quelqu'un se soit emballée. Comme il existe de nombreuses versions du même récit, il est probable que les gens n'aient cessé d'y ajouter des détails extravagants pour le rendre plus sensationnel. Toute l'histoire s'est simplement transformée en légende urbaine, et il n'y a que peu, ou pas, de raison de croire que nous ayons un jour croisé un voyageur temporel, ou un autostoppeur intergalactique sur notre bonne vieille Terre. 1994, il faisait sombre, de sorte que personne n'a remarqué les 2 silhouettes ouvrant les sorties de secours d'un complexe de dômes en verre situé en Arizona et connu sous le nom de Biosphère 2. Elles étaient déterminées à libérer 7 personnes enfermées à l'intérieur depuis 1 mois, risquant leur vie au nom de la science. La mission a été un succès, mais on les a accusés de violation de propriété et de vandalisme. Les vandales étaient Abigail Alling et Mark Vantillo. Ils faisaient partie des 8 premiers malheureux à vivre dans cet endroit comme des cobayes. Et ils ne voulaient pas que d'autres subissent les mêmes horreurs qu'ils avaient vécues. 150 millions de dollars ont été dépensés pour déterminer si les humains pouvaient y créer des conditions de vie convenables sur d'autres planètes, comme Mars. Pour ce faire, les scientifiques ont construit un mini-monde avec plus de 3000 espèces de plantes et d'animaux. La Biosphère 2 était un habitat de 12 000 mètres carrés, complètement isolé, doté de sa propre mini-forêt tropicale, d'une plage privative avec un récif de corail, d'une petite savane, d'un marais, et même d'un bout de désert. Entre 1991 et 1993, rien n'a pu entrer ou sortir de cet endroit. Le groupe de 8 personnes enfermées à l'intérieur se nommait les Biosphériens et portaient des combinaisons assorties à la manière de Star Trek, cultivant leur propre nourriture et respirant leur propre air. Tout a débuté avec de grands espoirs et un petit déjeuner digne d'un hôtel 5 étoiles. Mais les choses ont pris un tournant plus sombre au fil des mois. Toute l'équipe mourait de faim et virait à l'orange. Dans la Biosphère 1, qui est notre bonne vieille Terre, vous pouvez commander une pizza en 2 minutes. Mais à l'intérieur de la Biosphère 2, il leur aura fallu 4 mois interminables pour préparer une margherita. Ils ont dû récolter du blé pour la pâte et traire des chèvres pour le fromage. L'objectif était d'être complètement autosuffisants, et ils sont devenus une partie intégrante de leur atmosphère, littéralement. Lorsqu'ils expiraient,
Leur dioxyde de carbone nourrissait les patates douces qu'ils cultivaient. Et ces patates douces devenaient en retour une partie d'eux-mêmes, puisqu'ils mangeaient essentiellement le même carbone encore et encore. Ils se sont en repus de patates douces que leur peau est réellement devenue orange à cause de tout cet excédent de bêta-carotène. Ce qui semblait être une situation amusante sur le moment a mis en évidence un gros problème. Les rendements agricoles dans la biosphère 2 étaient extrêmement décevants, et l'équipe mourait de faim. La faim les rendait fous, et des accès de colère subite les ont conduits à faire des choses regrettables, comme voler des bananes dans la réserve du sous-sol. Au bout d'un moment, il a fallu verrouiller le congélateur. Au cours des 6 premiers mois, chacun d'eux a perdu entre 8 et 26 kilos. Chaque jour, quelqu'un se chargeait de peser les aliments frais pour le cuisinier, consignant toute information sur les nutriments dans l'ordinateur pour s'assurer que l'équipage atteignait ses apports recommandés en calories, protéines et matières grasses. Au début, les repas étaient servis sous forme de buffet, mais à mesure que les vivres commençaient à manquer, les cuisiniers ont commencé à diviser méticuleusement leur nourriture en portions égales. Leur régime, principalement des patates douces, des carottes, des fruits et occasionnellement de la viande le dimanche, était censé leur permettre de tenir pendant ces épuisantes semaines de 80 heures, faites de travail manuel épuisant. Les biosphériens quittaient chaque repas encore affamés et faisaient des rêves récurrents de Big Mac, de sushis, de barres chocolatées et autres gâteaux. L'air commençait à manquer. L'endroit était entièrement scellé, avec un dôme de verre et d'acier par en haut, et un sol fait du même métal par en bas. Les responsables veillaient à contrôler tout ce qui y entrait, afin d'éviter que des matériaux synthétiques émettent des gaz nocifs. Les zones de confort étaient meublées de bois et de laine, et on ne pouvait pas y utiliser de déodorant chimique ou y souffler de bougies d'anniversaire. Les biosphériens comptaient sur la nourriture qu'ils cultivaient, et sur leur mini-forêt tropicale pour produire l'oxygène nécessaire à leur survie. Cependant, ils perdaient très rapidement de l'oxygène, asphyxiés par leurs propres émissions de dioxyde de carbone. Et le pire, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de pourquoi. Avec encore 9 mois d'expérience à subir, le niveau d'oxygène avait déjà chuté de 21 à environ 15%, ce qui donnait l'impression de vivre au sommet du mont Fuji. Ils se sentaient terriblement mal et se traînaient péniblement à travers la biosphère. Ils ne pouvaient même pas terminer une phrase sans s'arrêter pour reprendre leur souffle. Puis l'apnée du sommeil a commencé à apparaître, certains se réveillant à bout de souffle. Pour réduire les niveaux de CO2 à l'intérieur de la biosphère 2, ils ont bien tenté quelques manœuvres désespérées, comme faire pousser des plantes à un rythme fou, réduire autant que possible l'arrosage du sol, et même renoncer à labourer leur culture. Rien n'a fonctionné. Tout le monde a donc convenu qu'ils n'étaient pas très loin de toucher le fond, et ils ont donc résolu de demander de l'aide. Des camions réfrigérés sont arrivés pour pomper de l'oxygène pur dans Biosphère 2. Dès que le gaz a commencé à se répandre, ils se sont mis à rire aux éclats et à courir partout comme des cabris. L'écosystème était un véritable désastre. Les colibris et les abeilles ont disparu après quelques mois, de sorte que les plantes n'étaient plus pollinisées. Les vers et les acariens ont attaqué les cultures, et les cafards ont tout envahi. 4 espèces de cafards savaient ont été introduites pour recycler la matière organique, mais les cafards domestiques ordinaires étaient les survivants ultimes. Ils sont parvenus à s'infiltrer et à se multiplier, présentant une menace sérieuse pour les cultures. La nuit, la cuisine était envahie de cafards dès que les lumières s'éteignaient. Pour combattre cette infestation, le groupe a graissé des tasses de café avec du lubrifiant et y a mis des morceaux de papaye pour servir d'appât. Les cafards grimpaient à l'intérieur, mais ne pouvaient plus en escalader les bords glissants pour s'échapper. Avoir faim, manquer d'oxygène, faire face à des infestations d'insectes, cela suffirait à rendre fou n'importe qui. De violentes disputes ont conduit les gens à se jeter des tasses à la figure et à se cracher dessus. Finalement, le groupe s'est simplement scindé en deux. Ils ont arrêté de se parler et pouvaient se croiser dans les couloirs sans même s'adresser un regard. La moitié d'entre eux voulaient plus de nourriture et d'oxygène pour poursuivre l'expérience avec dignité, tandis que l'autre moitié croyait en leurs chances de survie sans aide extérieure, et ce quoi qu'il en coûte. En vérité, la chambre scellée avait été violée bien avant tout cela. Juste 2 semaines après leur entrée, une biosphérienne du nom de Jane Pointer s'était coupé le bout du doigt dans un accident de cuisine en préparant du riz. Le médecin de la mission a essayé de le recoudre, mais cela n'a pas fonctionné et son doigt a noirci en quelques jours. Elle s'est rendue à un hôpital extérieur pour y être opérée, et quelques heures plus tard, elle est retournée à l'intérieur avec un sac de sport rempli de fournitures comme des pièces d'informatique et des pellicules couleur. Les journalistes n'ont découvert cette livraison furtive que bien des mois plus tard,
Et en raison de cela, nombre de gens ont remis en question la crédibilité de toute l'expérimentation. Les médias ont traité l'expérience comme une émission de télé-réalité, la qualifiant de divertissement écologique à la mode. Les gros titres de partout dans le monde donnaient l'impression que l'équipe était sur le point d'y laisser la vie. Au point que leurs familles s'inquiétaient et appelaient sans cesse les biosphériens pour s'assurer qu'ils allaient bien. Le groupe avait l'impression d'être dans un zoo humain, avec des touristes venant de loin pour les regarder au travers de leur cage de verre. Rien que dans les premiers 6 mois, plus de 150 000 personnes ont visité l'endroit. La Biosphère 2 a fini par devenir un gag dans la culture populaire, inspirant une comédie appelée Biodome et des décennies de sketchs amusants. Vous vous demandez peut-être pourquoi aucun d'eux n'a abandonné l'expérience et n'est sorti par la grande porte. Eh bien, aucun des environnementalistes ne voulait être le premier à admettre que c'était au-dessus de ses forces. De plus, ils gardaient encore tous l'espoir de pouvoir relever le défi de la construction d'une seconde Terre. En bout de compte, ils sont parvenus à découvrir où étaient repassées les 7 tonnes d'oxygène manquant. Il avait été absorbé par le béton. Même si être essoufflé tout le temps peut sembler avoir été le plus grand défi qu'ils s'aient dû relever, les biosphériens ont déclaré que l'apprentissage du contact humain dans un environnement clos était encore plus difficile. Il semble que l'expérience ait été un énorme fiasco, mais le groupe a acquis beaucoup de précieuses leçons. Ils ont prouvé qu'un écosystème scellé pouvait fonctionner pendant des années. Ils ont contribué à des études sur la restauration des récifs coralliens. Et leur ferme a montré qu'un rendement élevé et un recyclage complet des nutriments pouvaient être atteints sans l'aide de produits chimiques. Au cas où vous vous le demanderiez, ça n'a pas été la fin du complexe de verre. La seconde mission à l'intérieur de la Biosphère 2 a eu lieu en mars 1994. Maintenant, vous pouvez retourner au début de la vidéo pour comprendre comment ça a pu se passer pour eux. Oh, il est possible qu'il existe un univers parallèle, une sorte de miroir sombre du nôtre, où le temps s'écoule à rebours. Cet univers inversé pourrait être à l'origine de la matière noire, cette substance invisible omniprésente dans notre cosmos. De plus, il pourrait exister de nombreux autres univers, où une version exacte de vous-même s'est réveillée ce matin, mais a opté pour un t-shirt blanc au lieu d'un rouge, altérant ainsi complètement le cours de sa vie. Commençons par cette mystérieuse matière noire. Elle représente la majeure partie de la masse de l'univers, mais nous ignorons encore sa fonction exacte et son origine. En effet, la matière noire ne se comporte pas comme la matière ordinaire. Elle est invisible et intangible, mais nous en percevons l'existence à travers ses effets gravitationnels. Malgré leurs différences, la matière ordinaire et la matière noire semblent coexister en harmonie. Certains chercheurs estiment même qu'il doit exister un lien entre elles. Et une nouvelle théorie suggère que chaque mouvement de la matière ordinaire pourrait avoir une contrepartie dans un univers miroir de matière noire, formant ainsi un pont entre ces deux réalités. Dans la matière ordinaire, il existe une curieuse coïncidence. Les neutrons et les protons ont des masses presque identiques. Cette similitude permet leur liaison et assure la stabilité des atomes, rendant possible l'existence de tout ce que nous percevons. Si les protons étaient légèrement plus lourds, l'équilibre serait rompu, et les atomes ne se formeraient pas. Dans cet hypothétique univers miroir, les choses pourraient s'être déroulées différemment. Il est envisageable que l'équivalent du proton ne s'associe pas aux autres particules, engendrant ainsi des neutrons isolés, potentiels composants de la matière noire. Cette théorie propose également que la matière noire pourrait posséder sa propre chimie, avec des atomes et même un tableau périodique distinct. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé qu'il n'existait qu'une seule forme de matière noire. Bien que ces particules partagent certaines caractéristiques, comme leur quasi-invisibilité, elles pourraient différer en termes de taille, de vitesse et de leur influence sur la matière ordinaire. Si cette hypothèse s'avère juste, cela pourrait impliquer que des interactions entre notre univers et l'univers miroir aient eu lieu dans le passé. L'étude de la formation des éléments dans les premiers instants de l'univers pourrait fournir des indices à ce sujet. L'idée d'un univers inversé a suscité un vif intérêt et même une certaine perplexité au sein de la communauté scientifique ces dernières années. Les astronomes se servent du modèle lambda CDM pour expliquer la composition et le fonctionnement de notre univers. Selon ce modèle, l'essentiel de l'univers serait principalement formé de deux composantes, l'énergie sombre et la matière noire. L'énergie sombre agit comme une force répulsive qui accélère l'expansion de l'univers, tandis que la matière noire, avec sa gravité invisible, joue le rôle de ciment cosmique en reliant les structures entre elles.
Les objets visibles tels que les étoiles, planètes et comètes ne représentent qu'une infime fraction de l'ensemble. Ce modèle décrit également le Big Bang, l'origine de l'univers à partir d'un état extrêmement chaud et dense, et la manière dont il a évolué au fil du temps. Bien que ce modèle soit largement accepté, il ne parvient pas à expliquer tous les phénomènes cosmiques observés. Si vous deviez représenter ce modèle sur une feuille de papier, cela ressemblerait à une pile de crêpes superposées. Chaque crêpe symbolise une version de l'univers à un moment précis. L'univers d'hier se situerait en dessous de celui d'aujourd'hui, mais il serait légèrement plus petit. À terme, vous observeriez que l'histoire de l'univers prend la forme d'un immense cône inversé, dont la pointe minuscule correspond au Big Bang. Au-delà de ce point, nos instruments actuels ne permettent pas de remonter davantage dans le temps, nous laissant dans l'incertitude quant à ce qui pourrait s'y trouver. Par ailleurs, les événements immédiatement postérieurs au Big Bang demeurent également mal compris. Toutefois, en appliquant simplement les principes mathématiques, il est possible que l'univers s'étende au-delà de ce point crucial. Cela pourrait suggérer un mouvement en sens inverse, formant un cône similaire et inversé, où le temps s'écoulerait à rebours, du moins selon notre perspective. Cette hypothèse alternative remet en cause non seulement notre compréhension des origines de l'univers, mais soulève aussi des interrogations sur les principes fondamentaux de la physique. Toute cette effervescence autour d'un univers miroir provient en partie des découvertes faites par ANITA, un instrument scientifique stationné en Antarctique. Cet appareil a détecté des particules à haute énergie peu communes, semblant émerger des glaces polaires. Le problème de ces particules, c'est qu'elles ne se comportaient pas selon les lois de la physique préalablement établies. Les chercheurs supposent qu'il s'agirait d'une forme de rayon cosmique. Ces particules voyagent depuis l'espace, traversent la Terre, puis en ressortent. Cependant, les particules que nous connaissons ne devraient pas agir ainsi, car elles sont censées entrer en collision avec les éléments à l'intérieur de la Terre et ne pas émerger de l'autre côté comme celles-ci le font. Elles semblent opérer à la fois dans le sens avant et dans le sens inverse. À ce jour, il n'existe aucune preuve tangible d'un univers miroir. Il est possible que ces particules soient simplement d'une nature encore inconnue, nécessitant des études approfondies pour expliquer leur comportement atypique. Un peu comme avec des enfants de 4 ans. Mais que se passerait-il s'il existait non pas un seul autre univers, mais une multitude d'entre eux? Ce concept de multivers découle de théories telles que celle de l'inflation, qui postule que notre univers a traversé une phase d'expansion extrêmement rapide à ses débuts. Bien que l'inflation se soit arrêtée dans notre voisinage cosmique il y a des milliards d'années, il est probable qu'elle se poursuive dans d'autres zones du multivers, donnant naissance à des univers distincts avec leurs propres lois physiques et des caractéristiques uniques. Notre univers est le seul à notre connaissance qui soit capable d'abriter la vie. Par exemple, nous bénéficions d'étoiles stables qui fournissent la chaleur nécessaire, essentielle, pour que la vie puisse se développer. Nous disposons également d'une abondance d'éléments comme le carbone et l'hydrogène, indispensables à notre existence. L'hypothèse du multivers offre une explication sur les raisons pour lesquelles notre univers présente des conditions si favorables. Elle suggère qu'il pourrait y avoir une myriade d'autres univers, aux conditions très variées, rendant l'apparition de la vie dans au moins l'un d'eux plus plausible. Une des implications fascinantes de la théorie du multivers est l'idée de double ou de sosie, des copies exactes d'individus existant dans des univers parallèles. Cette notion propose que dans l'immensité du multivers, il pourrait exister d'innombrables scénarios où des versions identiques de nous-mêmes vivent des expériences similaires en même temps. Avant de nous lancer dans l'exploration de différents univers, nous devons peut-être encore approfondir la compréhension du nôtre. Prenons l'exemple de la galaxie AGC 1 149 050, située à environ 250 millions d'années-lumière de nous. À première vue, elle semble ordinaire, mais en y regardant de plus près, il semble qu'elle pourrait ne contenir aucune matière noire. Si d'autres galaxies similaires à celle-ci étaient dans la découverte, cela pourrait bouleverser notre conception de la formation des galaxies. On pense généralement que la matière noire est indispensable à ce processus, jouant le rôle d'une colle qui maintient le tout ensemble. Il est cependant vrai que cette galaxie particulière est moins lumineuse et possède moins d'étoiles que les galaxies plus typiques. Lors de sa découverte en 2019,
Les scientifiques ont d'abord supposé qu'elle pourrait ne pas contenir de matière noire, en raison de la vitesse à laquelle elle tournait. La vitesse de rotation d'une galaxie nous informe sur la quantité de matière qu'elle contient. En comparant cette vitesse avec les objets visibles, les astronomes peuvent estimer la quantité de matière supplémentaire, telle que la matière noire, qui devrait être présente. Et dans le cas de cette galaxie, les calculs suggèrent qu'il n'y en a pas du tout. Parmi les nombreuses hypothèses, il en existe une qui suggère que la matière noire pourrait ne pas exister. Une étude récente avance que nous recherchons peut-être une chose qui n'est tout simplement pas réelle. Selon cette théorie, notre compréhension de la gravité pourrait être insuffisante pour expliquer les comportements inhabituels de certaines galaxies. Au lieu d'attribuer ces comportements à la matière noire, il serait donc possible que nous ne comprenions pas entièrement le fonctionnement de la matière ordinaire. Ces conclusions s'appuient sur une théorie dite de la dynamique newtonienne modifiée, qui suggère que la gravité pourrait se comporter différemment à de très grandes distances ou à des vitesses très faibles. Une sphère de Dyson constitue un concept théorique d'envergure, une structure colossale entourant une étoile, composée de plateformes orbitales disposées en formation compacte. Ce projet est envisagé comme une solution ultime, tant pour répondre aux besoins énergétiques que pour offrir un espace habitable. Une telle réalisation permettrait d'exploiter chaque rayon et toute la chaleur émise par l'étoile, tout en créant une immense surface de vie. La première personne à théoriser une construction aussi étrange fut le physicien théoricien américano-britannique Freeman Dyson. Selon lui, une civilisation extraterrestre intelligente pourrait envisager de construire cette sphère après avoir colonisé certaines lunes et planètes dans son voisinage stellaire local. Avec la croissance de leur population, ces extraterrestres auraient besoin de plus en plus d'énergie pour soutenir leur mode de vie. Dyson a estimé qu'en supposant une croissance démographique d'1% par an, cette civilisation verrait ses besoins en espace et en énergie multipliés par 1000 milliards en seulement 3 millénaires. Si son système solaire abritait un objet céleste de la taille de Jupiter, il lui serait possible de le démanteler pour en disperser la masse sous forme d'une coquille sphérique. En érigeant une structure à une distance équivalente au double de celle séparant la Terre du Soleil, la quantité de matériaux disponibles permettrait de créer une multitude de plateformes orbitales. Chacune de ces plateformes pourrait mesurer entre 6 et 10 pieds d'épaisseur, offrant ainsi à cette civilisation la possibilité de s'établir sur les faces orientées vers l'étoile. Une coque de cette épaisseur serait suffisamment solide pour être habitable et intégrer tout l'équipement nécessaire pour capter l'énergie solaire sans risquer de se rapprocher de l'étoile. Cependant, après avoir absorbé toute cette énergie solaire, la sphère devrait la réémettre pour éviter une accumulation qui la ferait inévitablement fondre. Ainsi, une étoile enveloppée dans une sphère de Dyson apparaîtrait assombrie, voire totalement occultée, selon la densité des plateformes orbitales. En même temps, elle émettrait un rayonnement inhabituellement intense dans les longueurs d'onde infrarouges, invisibles à l'œil nu. En raison de l'émission de rayonnement infrarouge, les sphères de Dyson sont classées parmi les technosignatures, des indices d'activité que les astronomes peuvent exploiter pour détecter des formes de vie intelligentes dans l'univers. Certains chercheurs terrestres possèdent des cartes infrarouges du ciel nocturne qu'ils scrutent dans l'espoir d'identifier de pareilles structures. Cependant, jusqu'à ce jour, aucune sphère de Dyson n'a été découverte. Toutefois, une étude a proposé plusieurs candidates pouvant être des sphères de Dyson. Les auteurs de cette recherche ont traité d'énormes quantités de données en utilisant un pipeline spécifique pour combiner et analyser les informations. L'un des critères essentiels de cette recherche est la détection d'un excès de rayonnement infrarouge, tout en veillant à distinguer ce rayonnement de celui émis par des objets naturels. Après avoir effectué un filtrage complexe de millions d'objets, les chercheurs ont donc identifié 7 candidates potentielles, mais une analyse plus approfondie est nécessaire pour en confirmer la nature. Les scientifiques prévoient d'utiliser la spectroscopie optique, qui pourrait offrir des informations supplémentaires sur ces objets et leurs origines. Cependant, ils soulignent que ces candidates pourraient être également expliquées par d'autres phénomènes, comme des disques de débris ou des disques protoplanétaires autour de jeunes étoiles. Seules des recherches supplémentaires permettront de déterminer si ces objets sont vraiment des traces d'autres civilisations parmi les systèmes stellaires. Pour le moment, la question demeure sans réponse. Il est intéressant de noter que les sphères de Dyson ont souvent été abordées dans la science-fiction.
Dès 1937, dans son roman Star Maker, Olaf Stapledon décrivait des systèmes d'une galaxie particulière, entourés par une brume de pièges à lumière, concentrant l'énergie solaire à des fins intelligentes, ce qui expliquait l'obscurcissement total de la galaxie. Dans un autre roman, Ringworld, l'auteur imaginait une structure artificielle en forme d'anneau, en orbite autour d'une étoile. Voici le télescope spatial James Webb, et voici à quelle distance nous pouvons voir à travers ses yeux. C'est impressionnant. Mais zoomons plus loin, plus loin, plus loin. L'image devient de plus en plus floue. Attendez, quelle est cette ombre? Il s'agit d'un télescope géant capable de voir ces images apparemment floues dans les moindres détails. Le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA sera lancé en 2027, et il pourrait nous aider à percer les mystères de l'univers, y compris la grande énigme de la matière noire. Ne vous inquiétez pas, James Webb continuera à nous montrer la beauté du cosmos et à résoudre tout un tas de mystères. Mais les astronomes ont une nouvelle mission ces jours-ci. Ils veulent déployer ce télescope spatial d'avenir, qui est encore plus grand. Et cette mission est déjà bien avancée. Le télescope spatial Nancy Grace Roman devrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'astronomie. Les scientifiques espèrent qu'il permettra de recueillir plus de données que n'importe quelle autre mission de la NASA. Hubble et Webb sont incroyablement performants lorsqu'il s'agit de zoomer pour obtenir une vue nette et détaillée de petites parties du ciel. Le Nancy Grace Roman, quant à lui, nous offrira un champ de vision beaucoup plus large. Il sera capable de créer des images infrarouges 200 fois plus grandes que Hubble. Dans le même temps, il offrira un niveau de détail tout aussi élevé. Mais même si ce nouveau télescope est capable de produire des images parfaites, il sera principalement utilisé pour des relevés. Imaginons que nous ayons besoin d'étudier la population d'étoiles d'une galaxie proche, mais que le champ de vision est trop grand pour Hubble. Si nous l'utilisons, nous devrons assembler de nombreux clichés différents et créer des espèces de mosaïques. Mais avec ce nouveau joujou, il est possible de prendre une photo de toute la galaxie en une seule fois. Regardez cette mosaïque récente de notre voisine, la galaxie d'Andromède. Cette image a été réalisée à partir de 400 images individuelles prises par Hubble. Eh bien, le Nancy Grace Roman peindra la même image ultra vaste avec le même niveau de détail, mais avec seulement 2 images. Cela n'a pas seulement l'air cool, ça représente aussi une quantité sans précédent de données collectées. Lorsque nous disposerons d'une telle vue panoramique de l'univers, la NASA et d'autres agences spatiales seront probablement en mesure de répondre à certaines des plus grandes questions qui intriguent l'humanité depuis des lustres. L'un des principaux objectifs est de tester la théorie de la relativité proposée par Albert Einstein. Cette théorie a été bien testée à l'échelle de notre système solaire, mais pas vraiment à des échelles cosmologiques plus vastes. Selon cette théorie, la matière visible est censée ralentir l'expansion de l'univers. Or, l'univers ne cesse de s'étendre, et ce de plus en plus vite. Les astronomes attribuent donc cette vitesse d'expansion sans cesse croissante à une composante mystérieuse, l'énergie noire. Ils pensent qu'elle représente environ 68% de l'univers. Avec un peu de chance, ce nouveau télescope nous fournira des données qui nous aideront à mesurer avec précision la position et la distance qui nous séparent de millions d'autres galaxies. Ensuite, il pourrait nous permettre de déterminer le taux d'expansion de l'univers dans différentes régions. Enfin, les résultats pourraient nous indiquer si la théorie de la gravité d'Einstein doit être modifiée. L'un des principaux objectifs du Nancy Grace Roman est de détecter des centaines et des milliers de nouvelles exoplanètes dans notre galaxie, la Voie lactée. Ce télescope sera capable de le faire en utilisant la technique connue sous le nom de micro-lentilles gravitationnelles. Lorsque 2 étoiles sont alignées l'une sur l'autre, celle qui se trouve à l'avant déforme et amplifie la lumière de l'autre étoile, située à l'arrière. Et si l'étoile au premier plan possède une planète, nous pouvons voir comment cette planète affecte la lumière de l'étoile située derrière elle. On espère que le Nancy Grace Roman comptera des milliards d'étoiles, ce qui nous permettra d'obtenir un très bon recensement du nombre d'exoplanètes présentes près de ces étoiles. Le télescope de pointe ne se contentera pas de repérer de nouvelles exoplanètes. Il sera également équipé d'un autre instrument essentiel, le coronographe. Il permet d'obtenir des images des exoplanètes proches de leur étoile mère. Il s'agit en fait d'une technique extrêmement complexe, car la lumière de l'étoile doit être supprimée. Après tout, elle est beaucoup plus brillante que les objets que l'on souhaite étudier. Par ces objets, j'entends les planètes proches. Le chronographe du télescope tentera de détecter directement les grosses planètes de type Jupiter, en effectuant des corrections en direct pour améliorer la qualité des images. S'il fonctionne correctement, le télescope constituera un excellent instrument de démonstration, qui servira de base à la technologie utilisée dans les futurs observatoires spatiaux. Ces observatoires seront capables de repérer directement des planètes semblables à la Terre dans la zone habitable de leur étoile mère. Mais ce nouveau télescope spatial n'est pas le seul projet susceptible de modifier notre façon d'explorer l'espace. Il existe d'autres concepts, comme Nautilus.
Il s'agit d'un télescope spatial révolutionnaire, basé sur une nouvelle technologie, des éléments optiques spéciaux. Ces éléments peuvent potentiellement nous permettre de surmonter les principales limitations des télescopes spatiaux, à savoir des miroirs primaires non extensibles. La technologie Nautilus peut fournir des télescopes à grande ouverture mais ultra légers, ce qui permettra le lancement d'une flotte massive d'engins identiques. Ils auront un impressionnant pouvoir de collecte de la lumière, ce qui nous permettra d'étudier des milliers de planètes de la taille de la Terre situées dans la zone habitable de leur étoile. Nous pourrions ainsi détecter des signatures atmosphériques témoignant de la présence de la vie sur ces planètes. Au cours des 2 derniers milliards d'années, l'atmosphère de notre planète a changé de façon spectaculaire. L'abondance d'oxygène moléculaire libre et d'ozone, qui sont des gaz très réactifs, ainsi que la vapeur d'eau et le méthane, représentent une composition atmosphérique unique. La présence de ces biosignatures dans l'atmosphère de notre planète est un signe de vie qui peut être détecté à distance. Nous parlons ici de distance galactique. Mais pour identifier ces empreintes de composants atmosphériques dans la lumière réfléchie ou transmise par l'atmosphère de planètes semblables à la Terre, nous avons besoin de très grands télescopes. La mission Kepler de la NASA a découvert plus de 4000 planètes. Et pourtant, aucun télescope spatial existant, ou même en projet, n'a un diamètre suffisant pour rechercher la vie dans l'atmosphère des exoplanètes. Il est très difficile de détecter et d'interpréter correctement les observations de vie extraterrestre. Mais l'équipe de Nautilus espère construire un télescope capable d'étudier des milliers de planètes semblables à la Terre. Enfin, il y a la mission Euclide de l'Agence spatiale européenne. Elle vise à explorer la composition et l'évolution de l'univers sombre. La mission porte le nom du mathématicien grec Euclide, qui vivait à Alexandrie environ 300 ans avant notre ère. Il a fondé la géométrie. La densité de l'énergie et de la matière étant étroitement liée à la géométrie de l'univers, la mission a été baptisée en son honneur. Ce télescope spatial créera une grande carte en 3 dimensions de la structure à grande échelle de l'univers à travers l'espace et le temps. Pour ce faire, il observera des milliards de galaxies sur plus d'un tiers du ciel. Euclide tentera de comprendre comment l'univers s'est étendu et comment sa structure s'est formée au cours de l'histoire cosmique. Avec un peu de chance, il permettra d'en savoir plus sur le rôle de la gravité et sur la nature même de la matière noire et de l'énergie noire. Comme nous le savons déjà, l'énergie noire accélère probablement l'expansion de l'univers. Quant à la matière noire, elle contrôle la croissance des structures cosmiques. Mais les experts ne savent toujours pas ce que sont l'énergie noire et la matière noire. En observant l'évolution de l'univers au cours des 10 derniers milliards d'années, nous pourrions enfin comprendre comment il s'est développé et a changé. Les astronomes pourraient en déduire les propriétés de l'énergie noire, de la matière noire et de la gravité. Cela pourrait nous aider à en savoir plus sur leur nature exacte. L'engin spatial Euclide mesure environ 4,5 mètres de haut et 3,6 mètres de large. Il se compose de 2 éléments principaux, le module de charge utile et le module de service. Le module de charge utile comprend un télescope d'1 mètre de diamètre et 2 instruments scientifiques, une caméra à longueur d'onde visible et un spectromètre à infrarouge proche. Le module de service, quant à lui, contient les systèmes du satellite, notamment pour la production et la distribution d'énergie électrique, l'électronique de traitement des données, l'équipement de contrôle thermique, et ainsi de suite.